Merci beaucoup Claire, merci pour cette introduction, merci pour ces mots de Dominique Méda aussi dans lesquels je me retrouve beaucoup. Alors tu disais qu'on avait un commun avec Nathalie Blanc, la géographie effectivement, mais je préfère dire que c'est pas du tout le même niveau de géographie puisque j'ai pas encore soutenu mon doctorat et Nathalie est quand même l'une des très grandes géographes françaises, donc très heureux et aussi honoré d'être ici aujourd'hui pour croiser la pensée avec vous. Merci encore de l'invitation. Et peut-être sur la présentation que je voulais faire aujourd'hui, j'avais plutôt envie, sans prétention de porter des vérités générales, plutôt montrer un chemin de regard possible sur notre République et sur les transitions associées à cette République à travers finalement les deux disciplines que je pratique et depuis lesquelles je parle, la géographie, mais notamment la géographie culturelle qui tend même vers, alors pardon pour ce thème un peu barbare, mais vers la phénoménologie, c'est-à-dire une géographie qui se place dans les yeux des individus pour comprendre les territoires. Et on le verra ensemble, ça permet de formuler une définition des territoires un petit peu différente que celle qu'on entend dans le débat public généralement. Et puis l'anthropologie de la nature, c'est-à-dire cette anthropologie qui s'intéresse aux récits et aux histoires entrelacées entre humains et non humains. Alors les non humains en anthropologie de la nature, peut-être pour spécifier ce terme, c'est bien sûr les animaux, les végétaux, mais dans certaines sociétés, c'est également un rocher auquel on destine un lieu sacré, par exemple. C'est également des cascades, l'eau, l'air, des fantômes, les ancêtres qui étaient là hier et qui continuent à guider les pas de ceux qui sont là aujourd'hui, les générations qui viendront demain. C'est un petit peu de tout ça, les non-humains, en fonction des sociétés. C'est tout ça qu'on a eu tendance à oublier dans les sociétés contemporaines et qu'il faudrait peut-être réinvestir à notre façon, à l'européenne, entre guillemets, dans le débat public et en politique. Et peut-être pour commencer ce débat, j'avais envie de vous déployer un constat à la fois scientifique et politique, qui est de se dire que finalement, nombre de crises sociales et environnementales que l'on connaît aujourd'hui peuvent être ramenées, résumées à une crise de l'un, L', à une crise de l'uniformité. C'est-à-dire au sens, à force de penser voilà, un seul et même modèle économique, une seule et même manière d'aménager les territoires, quelque part, une seule et même manière de faire éducation, de faire démocratie, eh ben, on a créé énormément de précarité sociale et environnementale dans les territoires. Moi, je crois qu'il y a trois grands piliers. Il y en a d'autres, hein, mais moi, j'aime bien essayer de penser ces trois grands piliers pour renseigner l'uniformité. Il me semble assez systémique et assez opérationnel d'un point de vue politique. Le premier, c'est bien sûr la manière dont on a pensé les territoires jusqu'alors. C'est-à-dire que on a eu tendance à penser les territoires au sein de filières économiques et sociales en grande partie déracinées des épaisseurs anthropologiques, des épaisseurs paysagères qui ont eu tendance à les composer. Ces dernières décennies, ces derniers siècles, je pense qu'il y a eu trois formes de grandes politiques publiques, de grandes idéologies territoriales qui ont participé à créer pas mal de précarité. Vous les citez peut-être très rapidement, on pourra y revenir plus en détail sur le débat, mais la première, c'est selon moi les avantages comparatifs, c'est-à-dire qu'on a essayé de spécialiser chaque territoire dans des filières d'excellence qui ont été décidées souvent depuis Paris et qui se sont imposées au territoire. C'est comme ça que les sous-marins se sont retrouvés à Cherbourg, que le port d'export des matières agricoles s'est retrouvé à Lorient, etc. Tout ça, c'était des choix politiques qui ont été faits. Et en spécialisant en fait chaque territoire dans une filière d'excellence, on a créé deux biais. L'un, c'était de complètement détruire des relations locales qui étaient jugées émancipatrices pour ceux et celles qui les vivaient au quotidien. Et la deuxième, c'est que malheureusement, ces avantages comparatifs, ils n'ont pas tellement su profitiser l'avenir dans le sens où certaines filières sont devenues beaucoup plus compétitives que d'autres au fil du temps. Et là, on voulait que les territoires s'équilibrent en ayant chacun des filières différentes. Ils sont rentrés en concurrence. Exemple, les stations balnéaires du Languedoc-Roussillon, ça crée quand même beaucoup moins d'influence, d'emploi et de richesse que tout l'écosystème de l'aéronautique associé à Toulouse, par exemple. Et que dire de tous ces territoires qui ont été spécialisés dans des filières qui aujourd'hui n'existent plus? Je pense à ces territoires où il y avait des hommes de la mine, Saint-Étienne, les Cévennes, le nord de la France, bien sûr, où il y avait des hommes du feu aussi, les hauts fourneaux de la Haute-Marne, par exemple, du Grand Est, mais également des femmes du fil, je pense au textile de l'Odève, au textile des Cévennes. Tout ça s'est complètement écroulé. L'État n'a pas su compenser ses plaies
et aujourd'hui, dans ces territoires, perdent énormément de précarité. Une précarité d'abord, on va dire, objective à travers des indicateurs qui sont travaillés par des instituts de sondage comme l'INSEE, taux de chômage, taux de pauvreté très fort, mais aussi des précarités dites subjectives, c'est-à-dire un sentiment de relégation, un manque de pouvoir d'agir dans les territoires. Bref, autant de structures qui sont pourtant nécessaires pour bien vivre ensemble à l'échelle des territoires. Deuxième idéologie, très rapidement, qui se développe beaucoup plus récemment sur les territoires, c'est les pôles de compétitivité. Cette idée de, en fait, condenser dans un seul et même lieu des filières, des services déconcentrés de l'État, des industries éventuellement, des centres de recherche, participant à vider d'autres lieux de ces mêmes opportunités. Et donc là encore, on a tendance à mettre les territoires les uns sur les autres, là où on devrait travailler à différents niveaux de collaboration. Et enfin, une troisième idéologie, je pense, qui est beaucoup plus récente, en tout cas dans son avènement, et qui précarise aussi pas mal les territoires, c'est les métropoles. Alors, la métropolisation du monde. Alors, sans rentrer dans un rapport martial entre métropole et autres types de territoires, je pense quand même qu'on peut, que c'est assez opérant de les séparer et d'essayer pour mieux repenser le lien tout simplement entre ces territoires. Pourquoi? Parce que ce qui caractérise la métropole, à mon sens, c'est sa capacité à reconditionner toutes les filières d'une région, toutes les filières d'un territoire à partir de son propre centre, à partir de ses propres murs, en fait. Et l'un des risques, et qui est vécu dans certains territoires, c'est que ça met en vassalité, ça crée un rapport de force très fort entre métropole et autres types de territoires. Et Claire, tout à l'heure, tu parlais des nouveaux récits qu'il faut construire en citant Dominique Méda notamment. Ben justement, cette métropolisation, on ne s'en rend pas compte, mais crée aussi un rapport de force très fort dans les récits, puisqu'on parle beaucoup de l'urbanisation des espaces, on parle peut-être pas assez de l'urbanisation des esprits, à mon sens presque plus performative, qui change nos manières d'être en lien, nos manières de penser, de vivre ensemble, dans le sens où aujourd'hui, on a beau vivre à la campagne, on a le regard tourné vers la ville pour disposer de pas mal de biens et de services, mais aussi parce que c'est là, dans nos imaginaires collectifs, en tout cas les imaginaires dominants, qu'on place l'émancipation, qu'on place le progrès, qu'on place les opportunités. Et ça, j'avoue en être moi-même une des caricatures de ce paradoxe des esprits qui s'urbanisent. J'ai fait des recherches actuellement sur les Cévennes dans le cadre de mon doctorat, donc un territoire hyper rural, comme certains géographes disent. J'ai moi-même grandi à la campagne, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, mais j'arrive pas à quitter l'Île-de-France, la région parisienne. Pourquoi? Parce que y a des chaînes invisibles qui nous relient à la ville et qu'on a du mal à briser. Et là, je pense d'ailleurs qu'il y a un grand enjeu politique sur lequel je reviendrai très rapidement ensuite, de permettre à chacun de vivre dans un territoire libre et choisi. Je pense que aimé et choisi, pardon. Et je pense que là, ça pourrait dessiner de nouveaux chemins d'engagement qui peuvent être très fertiles. Mais pour permettre cela, ça demande que retourner vivre dans les territoires ne soit pas synonyme forcément de renoncement. Et cela amène justement à repenser des politiques de coopération et de redistribution entre les territoires. Autre trajectoire d'uniformisation, très rapidement, je pense, je vais être très rapide parce qu'on la connaît bien celle-ci, mais c'est forcément le capitalisme et les modèles économiques associés. Pourquoi le capitalisme? Alors, on le connaît bien pour les formes d'inégalité que ça crée, le capitalisme, mais je crois qu'on devrait encore plus renseigner, ou en tout cas renseigner au même niveau, l'impérialisme qu'est le capitalisme. C'est-à-dire que ce qui caractérise en grande partie ce modèle, c'est d'éroder au nom du marché économique, au nom de la valeur financière des choses, éroder tous les autres symboles qu'on peut associer à des objets, qu'on peut associer à des lieux, des symboles d'ordre spirituel, d'ordre social, d'ordre relationnel. Le capitalisme a tendance à simplifier les relations, là où on a besoin plutôt de les complexifier, de les magnifier, entre guillemets. Et enfin, dernière trajectoire d'uniformité, je crois que c'est en grande partie l'écologie, en tout cas l'écologie telle qu'elle s'est inventée politiquement. Alors quand je dis ça, je prends un chemin de crête parce que je suis moi-même un écologiste. Mais c'est vrai que l'écologie, pendant longtemps, et tu l'as dit Claire, c'est elle-même inventée dans un rapport dual entre nature et culture. C'est-à-dire que pour protéger la nature, on a séparé, on a créé des espaces de fragmentation entre ce qui est de l'ordre de la nature et ce qui est de l'ordre du développement humain. Et aujourd'hui, on observe que cette séparation ne fonctionne plus tellement. Ça, moi, je l'ai vu très concrètement à travers un stage que j'ai fait dans une équipe de rangers sur la protection des populations de koalas en Australie.
Pour les protéger, on les mettait dans des parcs sous cloche. Et ça posait plein de questions. D'un point de vue écologique, d'une part, ça ne marchait pas. Les populations se stabilisaient les premières années, mais finissaient toujours par décroître sur du moyen terme, car problème de consanguinité, rapports territoriaux entre les espèces, etc. Ça posait aussi des questions éthiques. En Australie, il y a des koalas qui ont des intérêts à être en zone périurbaine, aussi des inconvénients, bien sûr. Et qu'au lieu de raisonner en fait la coexistence entre humains et koalas dans ces zones périurbaines, on leur demandait de partir et on leur demandait de partir au nom de la protection. C'était un discours sur lequel je bloquais personnellement parce que j'avais l'impression d'une forme d'hypocrisie. Et puis ça, je le découvrirai plus tard, et ça, je pense que ça rejoint en grande partie des travaux de Nathalie, mais aussi d'autres auteurs comme Corinne Pelluchon, par exemple, qu'en fait, la violence entre l'humain et le koala cachait une autre violence, le refus de la coexistence entre population occidentale et population arborigène. Je pense que l'un et l'autre prennent source, au fond, dans un même refus de l'altérité, dans une même incapacité à comprendre l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit, de fabriquer, au fond, un vivre ensemble qui puise réellement dans la singularité de chaque être vivant et qui crée des modes de gouvernance qui sont justes pour chaque être vivant. D'ailleurs, Claude Lévi-Strauss le disait déjà à son époque, il utilisait cette phrase très belle, il disait que séparer l'humain de la nature, non pas, excusez-moi, opposer l'humain et la nature, c'est forcément opposer un type d'homme à d'autres types d'hommes, texto. Alors, lui, à son époque, il opposait là-dedans population occidentale et population dite autochtone. Mais je crois qu'aujourd'hui, on pourrait généraliser ce terme entre classe sociale, entre territoires, et je crois que les Gilets jaunes l'ont bien montré, entre quartiers, par exemple, et également entre nord et sud, entre continents, entre pays. Je pense que c'est l'un des grands enjeux et les crises sanitaires et écologiques ne favorisent pas tout ça, mais on a de plus en plus de mal à faire lien, de plus en plus de mal à se rencontrer. Et je crois qu'on a encore du mal à percevoir tous les mots, MAUX, tous les mots qui vont émerger de ces liens à jamais brisés quelque part. Si bien qu'aujourd'hui, le combat de tous les combats me semble être de réhabiliter ce lien à toutes les échelles d'action que ce soit. Et cela m'amène à la deuxième partie que je voulais vous présenter encore quelques minutes sur comment, en fait, face à ce constat de l'uniformité et de toutes les précarités que cela fait émerger, on peut essayer de repenser une république plus juste, plus inclusive de tous les êtres vivants. À mon sens, il faut absolument essayer de rétablir, de renseigner d'abord, c'est aussi une entreprise scientifique, et de rétablir en politique ces interdépendances entre humains d'abord, mais avec le non-humain ensuite. Et c'est vrai que, pour reprendre ce que disait Claire en introduction, l'échelle qui me semble le plus pertinente pour ça, c'est l'échelle des territoires. Pourquoi ? Parce que dans les territoires, on peut déjà observer facilement que la construction des mondes n'appartient pas qu'aux seuls humains, que le non-humain fabrique également des espaces, fabrique également des paysages, et c'est ça qui compose les lieux dans lesquels on vit en grande partie. Pour le dire très simplement, on sait que les castors modifient les cours d'eau, par exemple, en construisant des barrages et des huttes. La modification de ces mêmes cours d'eau influençant la vie des autres espèces. Les arbres créent un écosystème à leurs pieds qui va également influencer les autres espèces qui vivent dans ce milieu. Et puis à notre tour, humains comme non-humains ont tendance à s'hybrider dans les territoires, dans le sens où, bien sûr, les humains projettent leur mode de vie sur un territoire, le modifiant, au même titre que le climat, le paysage, le sol changent nos perceptions, changent nos discours, changent nos manières de parler et changent les façons qu'on a de se projeter en société. Réinvestir les territoires, ça permet également, je crois, d'accorder au débat public ce qui est de l'ordre de l'émotion, ce qui est de l'ordre de la sensation, ce qui est de l'ordre de la poésie en politique. Je pense que les territoires ont été en grande partie vidés de ça dans le débat public, c'est-à-dire que quand on pense aux territoires, on a tendance à penser qu'à des choses très techniques, gestion des PLU, gestion des SCOT, agencement du millefeuille administratif entre communes, intercoms et des échelles plus larges. Or, un territoire, et là pour le coup c'est de la géographie culturelle, c'est aussi un corps en mouvement dans un lieu,
et tout ce que nous fait ressentir ce corps en mouvement dans un lieu. Et c'est notamment par ces émotions que je crois qu'on peut rétablir aussi la relation dans les débats publics, la relation par-delà l'humain. Alors, rétablir ces territoires, ce n'est pas du tout, je pense, contradictoire avec un récit républicain. Ça peut l'être sous certaines conditions, et je crois que c'est l'un des paradoxes qui se formule actuellement sur le débat public. En France, on hérite d'un imaginaire républicain, certes, mais aussi très centralisateur, très jacobin, même si ce terme est peut-être un petit peu dépassé. Et ce qui caractérise en fait un système centralisateur, c'est d'uniformiser. Au nom de sa centralité, au nom d'un récit commun, quoi. Et je pense que pour rétablir les territoires, ça demande forcément d'aller vers un modèle un peu plus décentralisé, qui réaccorde régime d'engagement, régime de lien, pouvoir d'agir au territoire. Pour cela, peut-être trois petites clés, méthodes, je pense, disons idéologiques, qui peuvent un petit peu nous guider à toutes les échelles d'action pour construire cette fameuse République du vivant qu'on appelle de nos voeux. Et j'ai essayé pour ces trois grandes méthodes de débroussailler certains chemins politiques. Je ne serai pas exhaustif, hein, très loin de là, mais c'est pour donner des billes de réflexion qui pourront nous guider demain. La première, selon moi, c'est d'assumer la vulnérabilité. En fait, ce qu'on a de commun avec le non-humain, c'est d'être des personnes vulnérables et d'avoir besoin d'un tissu de relations pour s'émanciper, un tissu de relations par-delà l'humain. On a besoin de l'oxygène que nous donnent les arbres pour respirer, des bactéries de notre corps qui nous aident à digérer, puis de manière générale de tous ces gens qu'on rencontre qui nous font évoluer intellectuellement, qui nous font prendre des virages dans notre vie. Corinne Pelluchon utilise cette phrase très belle pour penser ces interdépendances, cette vulnérabilité en politique. Elle dit que vivre, c'est trois choses. C'est vivre par tous ces êtres qui nous permettent d'exister d'abord. C'est vivre pour, à partir du moment où les autres êtres vivants ont un impact sur nous, par effet de miroir, nos gestes, nos actions ont un impact sur les autres êtres vivants, qu'il s'agit de penser. Et enfin, vivre, c'est vivre avec, c'est-à-dire à partir du moment où tout est connecté, il faut essayer de réfléchir à des formes de gouvernance qui permettent cette coexistence. Et je dirais aussi que réinvestir ces interdépendances, c'est aussi essayer de trouver un dialogue fort et fécond dans la science comme en politique, entre ce qui peut être de l'ordre des connaissances issues des sciences dures et des connaissances issues plutôt des sciences humaines et sociales. Là, je vais parler depuis ma position un petit peu de géographe. Nathalie va peut-être me contredire, mais je pense que la géographie, ces dernières décennies, a eu tendance à s'inventer comme unique science humaine et sociale, au détriment de la compréhension du matériau physico-chimique de l'atmosphère. On a perdu un peu ces liens-là en géographie. Or, refaire interdépendance, c'est aussi comprendre comment fonctionne un climat dans le milieu dans lequel on vit, comment fonctionne un sol dans le milieu dans lequel on vit, comment fonctionne un paysage dans le milieu dans lequel on vit. Il y a deux couches pour comprendre les territoires. Il y a la couche du mythe, la couche du symbole, la couche du vivre ensemble, des régimes sociaux au fond. Et puis, il y a la couche des lois physico-chimiques au fond, des territoires. Et ça, on a oublié de le penser en géographie, en tout cas. On a aussi oublié de le penser en politique. Et ça, je le vois dans les événements liés en écologie. Jamais on invite des vulcanologues, jamais on invite des hydrologues, jamais on invite tous ces gens, des océanographes, par exemple. On aurait tellement besoin de fertiliser en fait les connaissances qui viennent de ces deux mondes et par extension les régimes d'engagement qui viennent de ces deux mondes aussi. Parce que les personnes issues des sciences dures s'engagent aussi énormément dans les territoires pour protéger un territoire, pour protéger un littoral, pour protéger un espace. Donc, j'invite à ce dialogue à toutes les échelles d'action que ce soit. Et puis, je pense que réinvestir la vulnérabilité, c'est aussi porter un message à la fois poétique et politique, qui est de désurbaniser la Terre. Désurbaniser la Terre, c'est quoi selon moi? C'est remettre de la nature là où il n'y en a plus, parce que c'est en grande partie des relations entre humains et non-humains qui permettent l'émancipation. Et puis, c'est se permettre de retourner vivre dans certains territoires qui sont aujourd'hui déséquilibrés, y compris d'un point de vue écosystémique, qui perdent énormément de biodiversité parce qu'ils ne sont plus habités. Ça, c'est le cas des Cévennes, par exemple. Ce qui faisait la biodiversité des Cévennes, c'était les châtaigneraies et les systèmes paysans qui composaient les Cévennes. Aujourd'hui, on sait que les Cévennes se sont vidées à cause des différents exodes ruraux, si bien qu'aujourd'hui, 95% des châtaigneraies sont à l'abandon et toute la biodiversité associée est menacée. Le milieu se referme,
là où les Cévennes étaient mosaïques paysagères, ça devienne des forêts un peu sèches de châtaigniers, qui sont des milieux certes plus stables d'un point de vue écosystémique, mais moins riches en termes de biodiversité. Retourner vivre dans les territoires, ça demande forcément aussi de redéployer des opportunités dans ces territoires. Et là, il y a des vraies réflexions à avoir pour faire en sorte que chaque territoire puisse avoir son lot d'imaginaire, son lot de récits et son lot d'opportunités. Et là, il y a des actions politiques très concrètes qui peuvent être portées. Là, actuellement, il y a les régionales qui arrivent. À l'échelle régionale, on pourrait très bien penser déployer ce que certains géographes appellent des agendas redistributifs, c'est-à-dire une entreprise qui veut s'installer à Montpellier. Il faudrait avoir le courage politique de dire non, tu vas plutôt t'installer à Alès. Moyennant, bien sûr, peut-être un accompagnement fiscal, un accompagnement en termes d'opportunités, mais voilà, on pourrait essayer de penser des politiques publiques qui conditionnent redistribution et coopération territoriale. Deuxième méthode pour porter cette République du vivant très rapidement, pour moi, c'est de porter des espaces de rencontre à toutes les échelles d'action que ce soit. Et là, il y a des choses fortes à porter. Je pense bien sûr à remettre des services publics dans les territoires, les services publics étant bien sûr avant tout des espaces de rencontre et des espaces de lien. La problématique des cafés aussi, je pense qu'on ne porte pas assez dans le débat public, mais vous savez que nombre de villages se sont vidés également de certaines formes de services privés, pourtant catalyseurs de relations, catalyseurs de vivre ensemble. Un café qui s'éteint dans un village, c'est une somme de relations qui n'a jamais perdu quelque part. Et réinvestir ces lieux-là à travers des espaces pluriels, ça semble être un combat très fécond pour réinventer en fait des récits entrelacés entre nature et culture dans les territoires. Et puis enfin, je pense qu'il y a un combat qui est plus de l'ordre de l'imaginaire. Ça, je le vois énormément dans les territoires que j'ai enquêtés. Il y a énormément de conflits entre ceux qui arrivent et ceux qui sont toujours restés. Pour donner un exemple très concret, en Cévennes, dans le village de La Salle, voilà, les néo-ruraux et les archéo-cévenols, le terme est horrible, mais c'est un terme consacré, s'envoient un peu leurs identités au visage. Les néo-ruraux reprochant aux Cévenols qui ont toujours été là de s'enfermer dans des communautés existantes, dans des symboles qui jugent un peu anachroniques, etc. Au même titre que les archéo-cévenols reprochent aux néo-ruraux une manière de déstabiliser le travail, de déstabiliser un territoire, de déstabiliser les tissus de relations auxquels ils sont attachés, notamment à la communauté protestante, etc. Pourtant, quand tu prends ces deux communautés à part, eh ben, il y a des communs et que tu fais des entretiens avec eux, il y a des communs qui ressortent. À mon sens, deux communs, d'abord la culture de la résistance, plutôt issue du régime protestant pour les archéo-cévenols, mais aussi d'une certaine forme de résistance à l'oppresseur. Ça, on ne le sait pas beaucoup, mais les Cévenols ont été des justes, ont caché des juifs et ont pris le maquis d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour les néo-ruraux, c'est plutôt une résistance anticapitaliste, anti-tout urbain, etc. Il y a ce symbole commun de la résistance. Et puis, deuxième symbole commun, c'est l'amour des chemins de crête, l'amour des paysages, qui fait que certains sont restés et d'autres sont arrivés. Là, on a deux symboles communs de toutes les humanités qui composent le territoire, sur lequel on peut reconstruire un récit autour du territoire, sur lequel on peut redéployer des politiques publiques également. Et moi, c'est deux symboles qui m'arrangent parce que pour le coup, ils peuvent être inclusifs également du non-humain. L'amour d'un paysage, c'est également du non-humain. Donc, le non-humain rentre également dans l'équation finalement. Et ça serait un peu une étape qui serait à faire à l'échelle de chaque territoire, trouver des symboles qui rassemblent, en faire des projets de rencontre et en faire des politiques publiques. Et enfin, troisième, très rapidement, dernière dynamique d'une république de vivant à mon sens, c'est la justice. Une justice, bien sûr, qui pourrait s'inventer par-delà l'humain. Pourquoi la justice, c'est important? Parce qu'une fois qu'on a dit relation, on a un peu tout et rien dit. Dans le sens où la prédation, la domination, la destruction, c'est également des formes de relations. Alors, pour que ces relations soient émancipatrices pour les deux parties prenantes, je pense qu'il faut les replacer à la lumière de la justice. Et là émergent, à mon sens, de nouveaux chantiers politiques très féconds, davantage à renseigner, à mon sens, davantage à défendre dans le débat public, que sont par exemple les droits de la nature. Les droits de la nature, pour moi, c'est ultra pertinent, par exemple, parce que quand on donne une personnalité juridique à un fleuve, on ne protège pas une nature d'un côté et une culture de l'autre. En fait, on protège un espace duquel humains et non humains deviennent les mêmes extensions. On est de fait dans une justice non anthropocentrée, on est de fait dans une justice qui emmène humains et non humains dans un seul et même bateau, cause sociale et cause environnementale dans un seul et même horizon.
Enfin, au niveau de la justice, je pense que est aussi à renseigner des formes de justice à l'échelle locale qui peuvent s'inventer par des formes relationnelles. Je vous avoue être encore un peu précaire sur le sujet, c'est quelque chose que j'aimerais renseigner par la suite, mais je me souviens, j'étais pas né, j'ai lu sur la manière dont Desmond Tutu, par exemple en Afrique du Sud, avait participé à la réconciliation entre population noire et population blanche suite à l'apartheid. C'est passé par des âgés de relations, par la parole en fait, plus que par de l'acte légal, entre guillemets. Et réinvestir la parole, au fond, comme outil de justice, comme outil de rencontre, comme outil de lien, comme outil pour réparer ce qui demande d'être réparé, soigner ce qui demande d'être soigné et forger ce qui demande d'être créé. Je pense qu'il y a là des voies fortement à explorer et je pense que l'Afrique, à ce titre, porte des choses très inspirantes. Je vous ai parlé de Desmond Tutu en Afrique du Sud, mais je pense aussi à ce qu'a fait Paul Kagame au Rwanda, c'est d'actualité. Le président y est actuellement. Peut-être qu'il est rentré là déjà, je pense. Pour réconcilier, à défaut de réconcilier, en tout cas renouer un peu ce qui a été brisé entre Tutsi et Hutu, mais aussi plus généralement, cela répond à des modèles démocratiques davantage locaux comme la palabre, c'est-à-dire une façon de prendre des décisions démocratiques par le consensus avec tous ceux et toutes celles qui habitent dans un territoire. Et ça, c'est d'autant plus beau que ça change, je crois, la vision des personnalités politiques à l'échelle locale, qui n'aurait plus pour vocation forcément de prendre toujours des décisions à la place des autres, mais qui aurait plutôt pour vocation de créer de la relation pour que les décisions soient prises de manière collective. C'est-à-dire que peut-être que dans une république de vivants, ce qui ferait les personnalités politiques de demain, c'est des ambassadeurs, au fond, de la relation, des ambassadeurs du lien et par extension des ambassadeurs du vivant. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long.